Le live stream a démarré. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Nous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, donc on peut connaître vos réactions au travers du chat. Voilà, donc simplement nous confirmer que vous nous entendez bien. Bien. Bon, on va démarrer. Oui, on a une réponse, oui. Voilà. Bon, c'est parfait. Beaucoup de réponses, oui. Bon. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui se déroule dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui sont co-organisées du 6 au 17 octobre prochain par l'APEC et Avenir Actif. Donc voilà, peut-être un rappel sur ce que sont les semaines de l'évolution professionnelle, si c'est le premier webinaire auquel vous participez. Donc pendant 15 jours, l'APEC et Avenir Actif, qui sont tous les deux opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants, nous organisons donc cette quinzaine de l'évolution professionnelle en association avec nos partenaires régionaux et nationaux. Donc, pour cet événement qui est réalisé 100% en digital, gratuit et accessible à tous, on place donc l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 75 webinaires thématiques. Alors, peut-être pour nous présenter brièvement, donc personnellement, je suis Aurore Mayol-Sanchez, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC de Dijon. Donc, mes missions au quotidien, c'est de conseiller, d'accompagner des cadres en activité ou en recherche d'emploi, ainsi que des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur, eh bien, les accompagner sur différentes thématiques liées à leur évolution professionnelle. Ça peut être de la reconversion, ça peut être de la recherche d'emploi, de la formation, la création d'entreprises. Donc, les accompagner à quelle que soit la thématique qu'ils ont à aborder avec moi. Je laisse la parole à Jocelyne afin qu'elle se présente également. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Jocelyne Ruffinoni, également consultante en développement professionnel à l'APEC de Dijon. J'ai exactement les mêmes missions et fonctions que Aurore. Voilà. Donc, moi, je vais être plus là pour regarder un petit peu les questions que vous pourriez avoir, que vous allez notifier dans le chat. Soit y répondre en direct quand j'essaierai, je tenterai en tout cas, mais on prendra un temps en fin si on a le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Merci Jocelyne. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas, comme disait Jocelyne, à poser vos questions directement dans le chat. Elle gardera un œil Voilà. attentif et puis, dans la mesure du possible, pourra vous répondre. Donc, on va entrer dans le vif du sujet puisque notre propos ce soir, c'est la thématique de la gestion de carrière au-delà de 50 ans. Donc, au programme de cette heure passée avec vous, ce qu'on vous propose déjà, c'est d'essayer de définir ce qu'est un senior dans le monde du travail. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas qu'une seule définition, il y a plusieurs définitions. Après, on ouvrira une parenthèse sur les principaux atouts des seniors, de telle sorte à ce que vous puissiez déjà vous approprier les atouts que vous pourriez valoriser dans le cadre de vos démarches de gestion de carrière. Après, on abordera rapidement quels pourraient être, quels sont parfois les freins et les stéréotypes à propos des seniors sur le marché de l'emploi. Mais surtout, au-delà des freins et des stéréotypes, rapidement, on va aborder la façon de lever ces freins et ces stéréotypes, quel levier mobiliser pour dépasser ces freins. Et puis, je terminerai notre intervention par un petit focus sur ce qu'est le CEP, ce qu'il permet, ce conseil en évolution professionnelle. Voilà, donc qu'est-ce qu'un senior? Comme vous pouvez le voir à l'écran, il n'y a pas d'âge légal qui va définir un senior. Le curseur, il est vraiment variable.
Il n'y a pas de définition unique des seniors, il n'y a pas d'âge précis. Les situations sont vraiment hétérogènes et plusieurs perceptions vont être possibles selon l'angle d'approche. Alors, dans le monde du travail, on est senior généralement à partir de 45 ans. Ça correspond au moment où on ouvre sa deuxième moitié de carrière. À cet âge, en général, on démarre sa seconde partie de carrière. On est senior à 50 ans dans les statistiques et dans un certain nombre de politiques publiques. Parfois, on préfère 55 ans puisque ça va marquer l'entrée dans le dernier quart de la carrière, autrement dit, les 10 dernières années. Bon, tout en sachant que là, ce que je vous dis aujourd'hui est susceptible d'évoluer, mais en tout cas, voilà, 55 ans, ça marque les 10 dernières années de carrière. 57 ans, c'est le repère, c'est le curseur dans les politiques de l'emploi, les politiques publiques de l'emploi, par exemple, c'est l'âge auquel on peut mobiliser ce qu'on appelle le CDD senior. 65 ans, pardon, c'est le seuil qui va être défini par l'État, les pouvoirs publics et les collectivités locales pour accéder à un certain nombre de prestations sociales comme l'APA, l'ASPA, l'ASH. Et dans le domaine médical, les plus de 60 ans sont définis comme des seniors par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis là, vous voyez le dernier curseur qui est mis à 70 ans, c'est le curseur utilisé par le corps médical. Pour le corps médical, on est considéré comme un senior à partir de 70 ans, 73 ans étant l'âge moyen observé du premier accident de santé qu'on va considérer comme sérieux. Donc voilà, pas d'âge légal, plusieurs définitions, les situations hétérogènes, plusieurs perceptions sont possibles. Il ne s'agit pas en fait de raisonner en termes d'âge, mais plutôt en termes d'expérience, puisque en recrutement, dans le monde du recrutement, on parle de cadres expérimentés plutôt que de cadres seniors. Voilà, donc je poursuis. Donc là, j'aimerais partager avec vous les résultats d'une étude qui a été réalisée par l'APEC, puisque l'APEC, nous sommes un observatoire du marché de l'emploi cadre et à ce titre, nous réalisons régulièrement des enquêtes, des études, des analyses prospectives sur le marché de l'emploi cadre, sur ses évolutions et sur ce que vivent les cadres au quotidien dans leur entreprise, comment ils sont perçus également par leurs managers. Et on a réalisé une étude qui concerne la perception des managers concernant les seniors. Et notamment dans cette étude, une question leur a été posée qui était la suivante. Parmi les atouts dont les cadres seniors peuvent faire bénéficier une équipe, lequel, d'après votre expérience, apporte-t-il le plus fortement par rapport aux cadres plus jeunes? Donc, l'idée étant de recueillir l'opinion des managers qui managent des seniors sur quels sont les principaux atouts de ces cadres seniors. Alors là, vous avez à l'écran les atouts qu'ils souhaitent vraiment mettre en avant. Le premier étant leur expérience des cas et des situations possibles. Le deuxième, qui est mis en avant par les managers, c'est l'expertise technique sur leur métier, dont sont dotés les cadres seniors. Donc, expérience, expertise, ce sont vraiment deux dimensions qui vont éminemment rassurer les recruteurs. Pourquoi? Parce que qui dit expérience, qui dit expertise, dit fort degré d'opérationnalité, maîtrise d'un poste, maîtrise de situations courantes, mais aussi de situations exceptionnelles. Ça veut dire aussi capacité à solutionner rapidement des problématiques et plus globalement, capacité à s'emparer de sujets qui nécessitent à la fois une expertise métier, mais aussi la mobilisation de ce qu'on appelle des soft skills, autrement dit, une forme d'intelligence de la situation. Et forcément, plus on a d'expérience, plus on a développé d'expertise, plus
on a développé ce qu'on appelle ces compétences un petit peu plus relationnelles, comportementales, que j'aborderai dans un second temps, de ce webinaire. Puis ensuite, vous voyez, sont déclinés les autres atouts que mettent en avant les managers quand on les questionne sur les seniors, qui sont leur connaissance des clients, des fournisseurs, des partenaires, forcément, qui ont été acquis au fur et à mesure de leur expérience, leur connaissance des rouages internes de l'entreprise, leurs compétences relationnelles, on y reviendra tout à l'heure, et puis leur connaissance de l'historique de l'organisation, de l'entreprise et de son activité. Les seniors, ils sont souvent perçus comme la mémoire de l'entreprise, les dépositaires de la culture de l'entreprise. C'est vrai qu'au gré des réorganisations, le savoir sur le fonctionnement des outils, la maîtrise des réseaux internes et externes à l'entreprise se concentre vraiment entre les mains des cadres seniors les plus anciens qui maîtrisent particulièrement l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors, quand on parlait de soft skills, les managers mettent en avant, en général, le fait que les cadres seniors sont davantage aptes à transmettre des compétences. Vous voyez, plus de la moitié des managers pensent qu'un senior est plus apte à transmettre des compétences, à désamorcer des conflits. Vous voyez la ventilation, moins apte, autant apte, plus apte. Donc là, le côté capacité peut-être à prendre un petit peu plus de hauteur, à avoir un rôle de régulateur dans les relations sociales, désamorcer des conflits. Les cadres seniors sont également plus aptes dans la prise de décision, parce qu'ils sont plus enclins justement à avoir une vision d'ensemble sur une situation, même nouvelle, donc forcément plus rapidement aptes à prendre des décisions. Ils sont plus aptes également à évaluer la difficulté et le temps d'une tâche, à piloter un projet et entretenir des relations avec un client. Ce qu'on leur reconnaît, je le disais tout à l'heure, c'est leur capacité à prendre du recul et leur posture relationnelle. 74% des cadres seniors ne se sentent pas en concurrence avec leurs autres collègues cadres. Pour les RH, les managers, mais également les collègues, ce qui va définir un cadre justement senior, c'est notamment le fait que ce cadre soit sorti des logiques de pouvoir et de compétition, et de ce fait, ça leur confère une place à part au sein d'une organisation. Ils entretiennent peut-être un rapport un petit peu plus apaisé avec les autres cadres, parce que justement, ce sentiment de concurrence est plus faible que sur des cadres plus jeunes qui sont plus dans une logique d'évolution, de reconnaissance professionnelle. Donc, voilà, ces cadres seniors, ils ont parfois une image un peu plus quasi parentale, bienveillante. Ils sont souvent décrits, ces seniors, comme une bouffée d'oxygène dans l'entreprise. Et puis, 59% des managers, toujours dans les résultats de notre étude, considèrent qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel dans leur équipe, puisque les cadres jouent ce rôle, justement, les seniors jouent ce rôle de régulateur dans l'entreprise. Donc, ce rôle de régulateur des relations sociales, il est reconnu dans l'entreprise. Donc, je le répète, pour le côté bienveillant, loin des rivalités, une bouffée d'oxygène pour leurs collègues et leurs managers. Les seniors sont également reconnus pour leur enthousiasme, leur loyauté, tant par rapport à l'entreprise que dans leur travail. Et puis, ils jouent parfois un rôle de lien entre le management, et les salariés. C'est vrai que le manager va parfois s'appuyer sur le cadre un peu plus expérimenté pour être une sorte de
courroie de transmission entre lui, entre eux, hein, la ligne managériale, et les autres collaborateurs. Hein, il y a un petit verbatim qui est toujours issu de notre étude qui cite un manager qui nous dit « Je les considère, donc les seniors, un peu plus comme une figure paternelle. Je sais que je peux leur parler des soucis que je peux avoir. Ils vont me conseiller. En plus, ils sont gentils. Je n'aurai pas peur de leur dire des difficultés que j'ai. » Alors que des personnes de l'âge de mon manager ou un peu moins, en tant que femme en plus, j'aurais plus tendance à faire comme si je n'avais jamais de problème. Et pareil avec les personnes de mon âge, j'essaie toujours de prouver que j'ai une légitimité. Hein. Donc voilà le témoignage d'une collègue de cadre senior. Donc voilà, globalement, les RH, les managers, les collègues encadrants apprécient la stabilité des cadres seniors, qui sont aussi moins volatiles que les plus jeunes, mais plus encore, ils sont décrits comme faisant preuve d'une implication, d'un engagement vis-à-vis de l'entreprise qui est plus fort, parce qu'ils ont moins de contraintes et plus de disponibilité. Donc, fiabilité et fidélité à l'entreprise. Jocelyne, est-ce que du côté du chat, des questions, on arrive à suivre ? Jocelyne, il faudrait que tu actives ton micro, s'il te plaît. Tout à fait. Oui, pardon. Donc, on a eu certaines questions, notamment sur le CDD senior avec ses avantages et ses inconvénients. Et on a une participante qui a donné la référence du lien du service public sur le CDD senior. Oui, très bien. Voilà, très précis en même temps. Donc, merci à vous, Sarah. Et également, une personne qui nous demande si ce webinaire est juste destiné aux cadres, seniors cadres. Donc, il est vrai qu'a priori, non. On fait un focus sur l'étude APEC, en l'occurrence, puisque nous sommes issus de l'APEC, mais en même temps, c'est destiné aux seniors en règle générale. Tu me confirmes, hein, Aurore ? Ah oui, je confirme complètement. C'est vrai que, évidemment, la grille de lecture, l'angle de l'approche de l'APEC concerne les cadres, hein, puisque c'est notre expertise, c'est notre mission. Mais tous les atouts que je viens de mettre en lumière et qui sont mis en lumière par les managers dans l'enquête peuvent tout à fait être dupliqués sur un senior qui ne serait pas cadre. Hein. Un rôle de régulateur des relations sociales, bienveillance, enthousiasme, loyauté, bouffée d'oxygène, expérience, expertise. Ça ne concerne évidemment pas que les cadres. Donc, vous avez bien fait de poser cette question parce que on englobe l'ensemble des seniors dans l'identification et la valorisation de ces atouts différenciateurs. J'ai d'autres questions qui viennent de s'afficher. Alors, pour les reconversions, quels atouts autres peut-on mettre en avant ? Expérience, expertise, connaissance de l'historique de l'entreprise sont plutôt pour les professionnels qui ne changent pas de voie. Quels atouts autres que ceux-ci peut-on mettre en avant ? Alors, je profite de cette question parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les thématiques liées au global, à la reconversion, à l'évolution et à la mobilité des cadres, hein, puisque là, le sujet, c'est vraiment gérer sa carrière au-delà de 50 ans, mais on est vraiment sur un premier webinaire où notre objectif, c'est de vous sensibiliser et vous donner un premier niveau d'information. En revanche, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur et si vous voulez tout simplement avoir des clés, des conseils et un accompagnement sur la valorisation de vos atouts seniors en vue de réussir un projet de reconversion, là, il sera vraiment temps de prendre un rendez-vous avec un consultant de l'APEC pour être accompagné dans la définition de ce projet professionnel et dans la définition d'un plan d'action pour réussir cette reconversion ou ce changement de cap ou cette ouverture sur un autre poste ou un autre secteur. Donc, voilà, pour bâtir une stratégie efficace, faites-vous accompagner par un consultant APEC qui va vous permettre
de renforcer votre stratégie et d'optimiser vos démarches. Et puis, toujours sur le thème de la reconversion ou la mobilité des seniors, l'APEC propose un autre webinaire auquel vous pouvez avoir directement accès depuis le site apec.fr qui s'appelle « Valoriser les atouts de mon expérience senior ». C'est un webinaire en libre accès depuis notre site qui dure 3h30, qui est animé par un consultant APEC et qui vous permet non seulement d'identifier plus précisément quels sont les atouts de votre expérience senior, mais surtout d'acquérir une méthode qui a été éprouvée pour justement repérer, identifier et communiquer en entretien de recrutement sur les atouts de votre expérience senior. Ça rejoint effectivement la question. Les résultats de notre étude concernent les atouts des cadres en poste et quels leviers actionner lors d'une recherche d'emploi. Donc là, je crois que tu réponds à la question par rapport à cette offre de service que l'on propose notamment, et avec des réponses d'autres participants qui sont très intéressants. Excellents arguments à mettre en avant dans une candidature et au cours d'un entretien, bien évidemment. Ouais. Mais au global, pour répondre à votre question, ce qui va nourrir un bon argumentaire en entretien de recrutement, c'est jamais de détenir 100% des compétences pour le poste. Hein, c'est d'avoir identifié un bon socle de compétences qui correspond aux attendus du poste, 50%, 60%, mais ce qui va aussi convaincre un recruteur demain, c'est les 40% restants qui vont être constitués de motivation, d'atouts personnels, de soft skills, de compétences comportementales, de qualités personnelles, de tout ce que vous allez pouvoir valoriser, qui vont rassurer un recruteur sur non seulement votre envie de rejoindre l'entreprise et le poste, mais surtout sur votre capacité à vous adapter à un contexte nouveau, à une culture d'entreprise nouvelle et à de nouvelles missions qu'on pourrait vous confier. Et que mécaniquement, plus vous avez acquis d'expérience, plus vous avez eu d'occasion justement de vivre des expériences où ces capacités de mobilité, cette agilité, cette adaptabilité, cette curiosité, vous l'avez éprouvée. Et donc, vous pouvez la valoriser en entretien de recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jocelyne? Alors, il y a également des questions d'ordre statistique. Quels sont les chiffres du taux de chômage des plus de 50 ans? Et donc, également, le temps moyen pour retrouver du travail. Alors, le chiffre que je peux vous donner du taux de chômage des plus de 50 ans en France ne concerne que les chiffres dont on dispose dans notre dernière enquête APEC, donc le taux de chômage des cadres seniors. C'est ça. Qui se situe autour de 5,8 ou 6%, si ma mémoire est bonne. Versus 4,7% pour l'ensemble des cadres en dessous de 50 ans, les cadres qui ne sont pas seniors. Et les temps de recherche d'emploi moyen, le temps moyen? C'est difficile à dire, parce que ce temps moyen va dépendre de beaucoup de facteurs. Oui. Votre métier, la fonction exercée, le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, la région dans laquelle vous recherchez, l'étendue de votre mobilité professionnelle. Donc, c'est difficile de donner un temps moyen. Sur les fonctions cadres au global et sur tous les statuts, on est sur un délai de l'ordre de 6 mois. Mais voilà, à adapter vraiment aux spécificités des situations. Il y a une question sur le webinaire sur le site APEC, c'est bien cela. Donc, je pense que je ne vois pas trop de quel webinaire vous parlez. C'est peut-être valoriser ses atouts seniors dont tu as… Oui, c'est ça, valoriser les atouts seniors. Bah, pour les trouver, c'est le site apec.fr dans nos événements. Oui.
Voilà. Le plus simple, c'est parce qu'on a un site internet à l'APEC qui est très dense avec beaucoup d'informations parce que notre offre de service est riche. Donc, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous allez simplement sur votre moteur de recherche Google, vous tapez valoriser les atouts de son expérience senior APEC et vous tomberez directement sur la page du site qui vous permet de vous inscrire soit à l'atelier organisé en présentiel dans un centre, soit à l'atelier visio. Puisque ce même atelier, cette même thématique se décline tant en visio qu'en présentiel. Ok, je pense que tu peux continuer, Aurore. Très bien, je poursuis alors. Alors, maintenant, on fait un petit focus sur les freins et les stéréotypes qui sont encore un peu véhiculés à propos des seniors sur le marché de l'emploi. Premier frein, premier stéréotype qui est celui de dire que pour les seniors, il est parfois difficile de faire le deuil du dernier emploi, le deuil de l'emploi précédent. Ça peut s'avérer d'autant plus long, cette période de deuil, que le départ a été subi ou parfois non anticipé, voire conflictuel avec l'ancien employeur, ça peut arriver. Donc, ce vécu-là, il peut bien naturellement rendre le deuil de l'emploi perdu plus difficile à faire, et ce, d'autant plus à un âge où, malheureusement, les difficultés de retour à l'emploi sont un peu pressenties par le candidat. Parfois, il est peut-être difficile de redéfinir un nouveau projet professionnel clair quand on a accumulé un certain nombre d'expériences et puis qu'on ne s'attend pas à être à nouveau en recherche. Ça suppose bien de parfois se donner le temps, de poser les valises et puis de réfléchir un peu en profondeur sur la suite qu'on souhaite donner à son parcours, ce qu'on veut poursuivre, ce qu'on ne veut plus poursuivre, ce qu'on veut arrêter, ce qu'on voudrait éventuellement développer. Et puis, il y a parfois un stéréotype toujours inhérent aux seniors, qui est que ça va être difficile pour eux de démontrer et argumenter ses compétences malgré son expérience, peut-être parce que, voilà, on est la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on sait faire et que parfois, ça peut être difficile de le verbaliser, de le formaliser, de rendre explicite ce qui est pour soi implicite. D'où l'importance, encore une fois, de ne pas hésiter à venir taper à la porte d'un consultant APEC ou d'un conseiller en évolution professionnelle d'avenir actif, pour les personnes d'entre vous qui ne seraient pas forcément cadres, et bénéficier du conseil en évolution professionnelle qui va vous permettre de renforcer vos démarches de construction de projet et d'évolution professionnelle. De leur côté, les recruteurs peuvent avoir des représentations. Les principales représentations inhérentes au cadre senior sont relatives au salaire. Les seniors peuvent parfois constituer une main-d'œuvre qui est plus coûteuse lorsqu'ils sont en concurrence avec des cadres plus jeunes à fonction identique. Pour des postes identiques, peut-être un recruteur va avoir tendance à préférer un cadre moins expérimenté parce que tout simplement moins cher. Une représentation aussi sur le diplôme qui est plus valorisé que l'expérience. Les cadres seniors ayant parfois accédé au statut de cadre par l'expérience ou par l'ancienneté peuvent souffrir de la concurrence avec des cadres plus jeunes, mais ayant plus de diplômes ou plus de formation. Autre stéréotype, le fait que les cadres seniors manquent de flexibilité. Selon certains recruteurs, pas tous, heureusement, les choses bougent, les choses évoluent dans le bon sens, mais pour encore certains recruteurs, les seniors auraient du mal à s'adapter face aux évolutions du monde de l'entreprise et aux nécessaires besoins d'adaptabilité et d'acculturation rapide recherchés par ce monde de l'entreprise. Voilà. Et puis, certains recruteurs émettent aussi des réserves sur la capacité des cadres à avoir une bonne maîtrise des outils informatiques. Des fois, on se dit,
il n'y a pas une mise à jour dans l'utilisation des outils informatiques, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Donc, est-ce que ce senior ne va pas avoir eu des difficultés à s'adapter rapidement à nos outils numériques et appréhender tous ces changements qui sont liés aux nouvelles technologies, de l'information et de la communication? Là, vraiment bémol, parce que ces réserves, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout partagées par les professionnels de l'accompagnement, comme les conseillers CEP d'Avenir Actif ou de l'APEC, parce qu'en discutant avec ces seniors, on se rend compte que bien souvent, ils ont fait justement l'effort de se former, de s'adapter à ces nouveaux outils et qu'ils en ont une maîtrise plutôt bonne. Voilà. Avant de poursuivre, Jocelyne, est-ce que… Oui. Alors, par rapport au salaire, les entreprises n'ont-elles pas des aides à l'embauche des seniors? Si, alors il existe des aides à l'embauche des seniors, en fait des dispositifs incitatifs. Sur l'heure de webinaire dont nous disposons, je ne peux évidemment pas entrer dans les détails de ces dispositifs. En revanche, occasion à nouveau pour nous, Jocelyne et moi, de faire une petite page de pub pour les webinaires et ateliers de l'APEC, puisque nous avons un webinaire APEC toujours accessible depuis le site qui s'appelle « Préparez votre seconde partie de carrière ». Préparer et anticiper votre seconde partie de carrière, qui est un webinaire qui dure 2 heures et qui balaie justement tous ces dispositifs qui pourraient vous être accessibles en tant que senior pour valoriser votre candidature face à un recruteur. Quels sont les outils informatiques à maîtriser de nos jours? Bon, là, ça va être difficile à vous répondre parce que il y aura autant d'outils informatiques à maîtriser que de spécificités métiers, que d'environnement technique métier. Donc, les outils informatiques à maîtriser pour un RH, à savoir tous les SIRH notamment, ne seront pas les mêmes que pour un logisticien ou un gestionnaire de production à qui on va demander de maîtriser des outils tels que SAP, alors que pour certains cadres, la maîtrise simplement d'outils bureautiques classiques tels que Word, PowerPoint, Excel vont suffire. Bon, en général, quand même, le socle de base, je pense que Jocelyne, tu ne me contrediras pas, mais le socle de base restant le back-office. Le back-office, oui, tout à fait. Voilà. OK. Est-ce que des secteurs particuliers existent, qui recrutent des seniors sont identifiés? Des secteurs particuliers qui recrutent des seniors sont identifiés? Encore une fois, difficile de vous donner une réponse généraliste, puisque d'un point de vue global, on sent quand même une tendance, une évolution, même si on est loin d'être les meilleurs élèves en Europe en termes de taux d'emploi des seniors, mais on sent quand même depuis quelques années une évolution, une tendance quand même à ouvrir de plus en plus les recrutements aux seniors. Dégager un secteur d'activité plus qu'un autre serait difficile. Si je peux vous communiquer quand même une information, mais sans exclure évidemment les autres secteurs, parce que ce serait vraiment être exclusive dans ma réponse. Mais ce qu'on observe, c'est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un taux d'emploi des seniors plus important que dans le secteur capitalistique classique. Donc, qui dit ESS dit entreprise du secteur privé, ayant pour objectif d'être à l'équilibre économique, mais le dénominateur commun de ce champ-là de l'économie, c'est être une association, une fédération, une ONG dont les objectifs sont d'avoir un impact social, sociétal ou environnemental. Donc après, tous les métiers sont représentés dans le secteur de l'ESS. Autre question, Jocelyne? Alors, est-ce que tout le monde peut avoir accès au webinaire APEC même si on n'est pas cadre?
Alors, dans la mesure où les webinaires qui sont en accès libre sur le site de l'APEC, tout le monde peut s'y inscrire, rien ne vous empêche de vous y inscrire. Vous serez la bienvenue, le ou la bienvenue à ces web ateliers et à ces webinaires. Après, le plus important, c'est de vous dire, est-ce que je peux y retirer quelque chose par rapport à la nature de mon projet? Parce que vous pouvez très bien ne pas être cadre et avoir eu des responsabilités, des postes et des missions qui relèveraient peut-être dans une autre entreprise du statut cadre. Vous pouvez aussi avoir développé une expérience, une expertise qui, sans qu'elle vous confère aujourd'hui un statut de cadre, pourrait relever ailleurs d'un statut cadre. Ou vous pouvez aussi avoir un désir, un souhait d'évoluer un jour vers le statut cadre. Donc, pour toutes ces raisons, les ateliers de l'APEC peuvent être pertinents pour vous. Mais bon, j'insiste quand même sur le fait que notre association, de par ses missions, délivre avant tout des conseils et des services en fonction des spécificités, des besoins de notre public cible, de notre cœur de cible en termes de clients, qui sont les cadres et les jeunes diplômés. Et peut-être une dernière, comment connaître les besoins en compétences des entreprises? Donc là, je parlerai de notre site corporate qui donne à voir sur les métiers, des statistiques et les compétences attendues des recruteurs. Encore une fois, sur notre site apec.fr. Aurore, je ne sais pas s'il y a d'autres, est-ce que tu verrais d'autres informations? Pour connaître les besoins les besoins des compétences des entreprises. Voilà la question. Oui, le site corporate avec toutes les études. Et puis, le meilleur observatoire du marché de l'emploi cadre et donc des opportunités et donc des besoins des entreprises, ça reste les offres d'emploi. Oui. Puisque vous savez que sur le site apec.fr, vous avez accès aux offres d'emploi et que c'est la meilleure façon d'identifier, de décrypter le marché de l'emploi cadre. Sinon, on a aussi une ressource en ligne qui s'appelle DataCadre. Donc là, encore une fois, vous allez sur Google, vous tapez DataCadre APEC et vous aurez accès à un outil qui compile un certain nombre de données, d'informations, de tendances, de statistiques qui vont vous permettre aussi d'avoir des repères sur le marché de l'emploi que vous visez, les besoins des entreprises, les volumes d'offres, les volumes de recrutement, les caractéristiques aussi des candidats qui se positionnent sur le même marché que vous, avoir une notion de quelle est ma concurrence sur ce marché. C'est bon pour moi? Ok, je poursuis. Alors, après avoir évoqué les freins que peuvent rencontrer les seniors, le plus important aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux leviers à mobiliser pour dépasser ces freins. Premier levier, développer sa connaissance du marché du travail pour affiner son projet professionnel. Il va vraiment être important de se positionner en termes de salaire, d'identifier les besoins en compétences des entreprises, d'identifier les entreprises qui recrutent, d'identifier ses points forts. Donc, si je résume, importance de se confronter au marché pour, au maximum, réduire les écarts entre les représentations que vous avez du marché de l'emploi, des besoins des entreprises, des besoins des recruteurs et la réalité. Donc ça, se confronter au marché, c'est regarder les offres, c'est d'échanger avec des professionnels en poste, faire des enquêtes, mener des entretiens exploratoires aussi, avec des personnes ressources dans les entreprises, c'est de consulter les enquêtes, les études, les analyses de l'Observatoire du marché de l'emploi cadre de l'APEC, notamment. Voilà, c'est vraiment faire feu de tout bois pour construire un projet qui, à chaque fois, se construit en faisant des allers-retours avec l'analyse que vous faites du marché en termes de salaire, besoins en compétences, recrutement. Deuxième levier à mobiliser pour dépasser ces freins, désamorcer au maximum les préjugés sur l'âge et adopter
adopter une posture d'offre de service aux entreprises. Donc ça suppose de mettre en avant, de valoriser les compétences et les qualités que vous avez acquises avec l'expérience, en les reliant avec des exemples concrets, des exemples probants de réalisation que vous avez eus tout au long de votre parcours. Ce qu'on peut se constater parfois à l'APEC, c'est que les cadres expérimentés ont plus de difficultés à repérer, à formaliser leurs compétences, comme si votre expérience était une évidence. Quand je disais tout à l'heure, transformer quelque chose qui est implicite en des informations explicites, voilà où je veux en venir. Ne pensez pas que l'expérience parle d'elle-même. Il faut faire un travail de toute façon de mise à plat de vos compétences et de description, de réalisation, de telle sorte à argumenter vraiment vos compétences à l'aide d'exemples concrets. C'est savoir se vendre en entretien. Sur ce point-là, encore une fois, l'APEC est à vos côtés, que ce soit au travers d'un accompagnement individuel, mais aussi au travers de notre offre de services collectifs à distance ou en présentiel dans les centres, vous accompagner sur l'identification de vos compétences, la construction d'un argumentaire convaincant en entretien pour valoriser cette expertise et ces compétences. Ça fait partie aussi de notre offre de service, de notre proposition d'accompagnement. Donc, toujours dans la continuité des leviers à mobiliser pour dépasser ces freins, importance du concept de réseau. Constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Le message clé par rapport à cette thématique du réseau, c'est que les cadres expérimentés retrouvent majoritairement un emploi grâce au réseau. Le mot-clé, c'est d'oser. Le réseau, c'est tout au long de votre vie professionnelle et pas seulement quand vous avez besoin. Il est important de l'entretenir, ce réseau, de maintenir les braises, participer à des groupes de pairs, à des clubs, à des ateliers, à des rencontres, à des forums. Et puis, si vous en êtes au démarrage de la mise en œuvre d'une démarche réseau, si vous avez pris conscience qu'il est important d'avoir du réseau quand on est en recherche d'emploi, mais qu'il vous manque le déclic, qu'il vous manque la méthode, qu'il vous manque la stratégie de prise de contact avec une personne ressource du réseau. Encore une fois, sollicitez les ateliers de l'APEC, mobilisez les ateliers de l'APEC. On a un atelier qui s'appelle « Oser faire du réseau », accessible directement depuis notre site, où là, pendant 3 heures, on vous décortique étape par étape la méthode pour développer son réseau, le discours d'approche, qu'est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on dit pour décrocher un entretien réseau, qu'est-ce qu'on dit pendant un entretien réseau, qu'est-ce qu'on fait après un entretien réseau. Donc là, vous aurez toutes les clés, les outils pour, on va dire, démystifier la démarche réseau et vous sentir à l'aise avec cet outil puissant, ce canal important à mobiliser, a fortiori quand on est cadre expérimenté. En plus de ce levier réseau, ce sur quoi on vous sensibilise à l'APEC, c'est sur l'importance d'être flexible sur vos critères de recherche d'emploi et donc d'être disposé à faire quelques concessions. C'est-à-dire à un moment donné de vous poser la question suivante: quels critères de mon projet suis-je prêt ou prête à assouplir pour augmenter mes chances de retrouver rapidement un emploi? Alors là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça doit être le fruit d'une réflexion personnelle qui tient compte évidemment de plein de choses liées aussi à votre
vie personnelle et l'équilibre que vous voulez maintenir entre vie pro et vie perso. Mais on se rend compte que les cadres qui assouplissent leurs critères, par exemple, sur un niveau de responsabilité. Par exemple, j'ai été directeur général sur les 10 dernières années de ma carrière. Aujourd'hui, peut-être que le plus important, ce n'est pas forcément de manager des équipes importantes. J'ai envie de me recentrer peut-être sur mon cœur de métier, ce que j'ai préféré faire dans ma carrière, à savoir, par exemple, une direction commerciale. Donc, j'accepte de baisser mon niveau de responsabilité. J'accepte d'assouplir mon niveau de salaire, à réviser à la baisse mes prétentions pour optimiser mes chances d'accéder à un poste auquel je porte réellement un intérêt. Parce que ce poste m'intéresse, j'accepte de voir mes prétentions de salaire, de les revoir à la baisse, mais vraiment au bénéfice de mon épanouissement dans ce poste. On se rend compte que sur le critère localisation géographique, dans la grande majorité, les cadres plus expérimentés ne sont pas prêts à revoir ce critère de mobilité géographique, de localisation géographique. Mais c'est assez naturel. Il y a un moment, quand on s'est ancré, quand on est bien dans sa région, on a peut-être plus de difficultés à imaginer des déménagements, un bouleversement d'un équilibre familial, personnel. Ça peut être aussi s'assouplir sur le type de contrat, et on y reviendra tout à l'heure, et s'assouplir, s'ouvrir sur un autre secteur d'activité dans lequel on n'a peut-être jamais évolué, mais pour lequel on imagine des passerelles, des points communs, une ouverture en termes de transfert de compétences sur un autre secteur d'activité. Autre levier, s'ouvrir aux différentes formes d'emploi. Autrement dit, envisager d'autres statuts d'emploi que le salariat, à savoir le CDI classique. Ça peut s'avérer un levier efficace de retour à l'emploi. Donc, pour rester en contact avec le marché du travail, il va être important de s'ouvrir dès le démarrage de votre recherche à d'autres formes d'emploi que le CDI classique. Ça peut être le portage salarial, ça peut être le management de transition, ça peut être la recherche d'entreprise, la création d'entreprise. Autrement dit, toutes ces formes alternatives au salariat classique, mais pour lesquelles les cadres expérimentés sont très recherchés. Donc, c'est vraiment un levier sur lequel les cadres seniors peuvent jouer afin de faciliter votre retour à l'emploi, mais ça n'est pas une obligation, ça peut être une alternative. Donc, si vous voulez explorer davantage ces concepts respectifs, travailler en portage, prendre des missions de management de transition, créer son entreprise, intégrer un groupement d'employeurs, intégrer une association de travail en temps partagé, intervenir par mission. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'exploration de ces dispositifs qui pourraient s'ouvrir à vous, l'APEC propose un webinaire qui s'appelle « Explorer les formes alternatives d'emploi ». Encore une fois, pendant 2 heures, un consultant ou une consultante vous permettra de faire un tour d'horizon de ces différents concepts et puis après, de vous donner des clés d'information pour aller rencontrer à un niveau plus local, à un niveau plus régional, les représentants de ces différents concepts dans ces différentes structures. Jocelyne? Oui. Quelles sont les entreprises de portage salarial? Oh, alors, impossible d'être exhaustif. Voilà. Alors, d'où l'intérêt, si vous voulez vraiment creuser cette piste-là, parce que des entreprises en portage salarial, il y en a des dizaines et des dizaines au national. Donc, le plus important, si vous voulez approfondir cette idée, si vous voulez tirer sur ce fil-là, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec soit un conseiller en évolution professionnelle d'Avenir Actif, soit un consultant en évolution professionnelle de l'APEC.
pour qu'il vous donne ses contacts, hein, parce que tous les consultants APEC de toutes les régions APEC ont connaissance, hein, des structures de portage salarial, puisque ce sont vraiment nos partenaires. On a tissé des liens avec eux et donc on a l'habitude de les faire intervenir à l'APEC, mais aussi de leur orienter des cadres qu'on accompagne et qui sont intéressés par les dispositifs. Une autre question ? Il me semble que le plus compliqué à faire, c'est passer le changement de secteur d'activité. Ah oui, autrement dit, être dans une dynamique et un projet de transfert de compétences vers un autre secteur. C'est ça. Alors, il va s'agir d'avoir une stratégie en 2 temps. Déjà, de bien clarifier quel est votre socle de compétences, votre noyau dur de compétences que vous pensez être transférable dans un autre secteur d'activité. Et la deuxième étape, ça va être d'explorer, d'identifier des secteurs d'activité où il y a des passerelles, où il y a des points communs. Et les passerelles et les points communs, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des outils, ça peut être des typologies de clients, ça peut être des cultures d'entreprise communes, ça peut être un environnement partenarial ou politique commun, ça peut être des produits ou des services qui sont un petit peu connexes, en tout cas qui ont des points communs, des circuits de distribution communs. Enfin, est-ce que, Jocelyne, tu vends d'autres passerelles ? Tu as déjà énuméré pas mal de choses, effectivement. Et donc là, à partir de ces 2 étapes, on bâtit une stratégie, c'est-à-dire qu'on bâtit un argumentaire pour rassurer et convaincre le recruteur de cette entreprise sur le fait que, malgré le fait que vous n'ayez jamais évolué dans son secteur, votre socle de compétences, votre motivation, votre curiosité, votre intérêt pour ce secteur d'activité vous permettra d'être rapidement opérationnel sur ces nouvelles fonctions. Mais là, encore une fois, on est à vos côtés pour vous accompagner dans ces démarches-là, hein, au titre du conseil en évolution professionnelle. Et à ce titre-là, un changement de secteur d'activité, mais avec des compétences transférables et transposables, est-il considéré comme de la reconversion professionnelle ? Ça ne va pas être tout à fait considéré comme de la reconversion professionnelle. Vous, en tant que cadre, et même les personnes non cadres, puisque j'imagine que certaines d'entre elles nous écoutent, en tant que professionnel, vous vous appuyez sur 2 socles, sur 2 fondations. La première fondation, le premier socle, le premier pilier, c'est votre pilier métier, votre pilier fonction. Ça correspond à toutes les compétences, tous les savoir-faire que vous avez accumulés tout au long de votre vie professionnelle. Et votre autre pilier, c'est le pilier secteur. Ça correspond au secteur d'activité des entreprises dans lesquelles vous avez évolué, dans lesquelles vous avez travaillé. Et à partir de ces 2 piliers, dans vos dynamiques, dans vos trajectoires professionnelles, vous pouvez emprunter plusieurs trajectoires. Soit vous gardez le même pilier fonction, le même pilier secteur. Là, vous êtes dans une logique de continuité. Soit vous gardez le pilier métier fonction et vous vous ouvrez à un autre secteur. Et là, vous êtes dans une dynamique d'ouverture sectorielle, de transfert des compétences. Soit vous gardez le même pilier secteur d'activité, mais vous visez un autre métier. Et là, vous êtes dans une logique d'évolution professionnelle sur un autre poste, un autre métier. En revanche, si vous rabattez toutes les cartes et que vous choisissez ni le pilier fonction, ni le pilier secteur, là, vous êtes dans une reconversion. Là, vous changez. Et qui dit reconversion dit en général passage par de la formation pour aller acquérir les compétences qui vont vous manquer. Hein, mais changer de secteur d'activité en gardant son métier, ça n'est pas se reconvertir, puisqu'on garde un pilier, hein, on garde un socle. Donc, vous voyez, oui, Jocelyne, il y avait une autre question ? Non, je voulais juste rajouter, c'est souvent un changement de code ROM, en fait, ni plus ni moins. C'est vrai. Est vraiment dans un changement de métier par le code ROM, notamment.
c'est ça. Alors, toutes ces questions-là que vous nous posez, les réflexions que ce webinaire suscite, ce sont des thématiques, ce sont des problématiques, ce sont des éléments qui sont au cœur du système conseil en évolution professionnelle. Et pourquoi recourir à ce fameux conseil en évolution professionnelle? Déjà parce que c'est un droit qui est ouvert à toute personne en âge de travailler, le droit de pouvoir bénéficier à tout moment de son parcours d'une aide à la réflexion, d'un moment où vous allez faire le point sur là où vous en êtes dans votre carrière. Ce droit, il a été ouvert en 2018, je crois. Et il va vous permettre d'être accompagné en utilisant différents leviers qui sont, par exemple, l'identification des compétences, apprendre à les valoriser, à les argumenter, définir, tester votre projet professionnel, analyser et se confronter au marché du travail, maîtriser les outils et techniques de recherche d'emploi, entretenir son employabilité, connaître et mobiliser les mesures en faveur des salariés seniors. Vous voyez, là, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, elle a le mérite de faire un tour d'horizon des thématiques que vous pouvez aborder avec votre conseiller en évolution professionnelle. Donc voilà, conseil en évolution professionnelle, CEP, service public destiné à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Gratuit, confidentiel, neutre, un service de proximité et un service qui est vraiment personnalisé puisque tout parcours de conseil en évolution professionnelle commence par un diagnostic de votre situation pour faire le point sur où vous en êtes et de quoi vous avez besoin pour avancer. Alors, à qui s'adresse ce CEP? Aux salariés et aux indépendants, aux cadres, aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 26 ans et aux personnes en situation de handicap. Donc, selon votre situation, l'État a nommé 5 opérateurs différents de ce conseil en évolution professionnelle. Pour les salariés et indépendants, l'opérateur en charge de ce conseil en évolution professionnelle, c'est Avenir Actif. Pour les cadres, vous l'aurez compris, c'est l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, France Travail. Pour les jeunes de moins de 26 ans, les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, il s'agit de Cap Emploi. Donc, quelle que soit votre situation, vous aurez toujours une structure qui va être missionnée par l'État pour vous accompagner dans le cadre de la mobilisation de ce conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, on balaye encore l'objectif de ce CEP. Vous voyez plein de petites thématiques qui sont possibles, que j'ai déjà évoquées. Prendre du recul sur ma situation, m'informer sur les opportunités, évoluer dans mon entreprise, me former, valoriser mes compétences et mon expérience, devenir entrepreneur, changer de métier ou de secteur, trouver un nouvel emploi ou tout simplement mieux dialoguer avec mon employeur quand on est dans une logique d'évolution interne, de mobilité interne. Rencontrer un conseiller du CEP qui va vous aider à bâtir un argumentaire solide, convaincant auprès de vos RH, auprès de votre manager pour décrocher une évolution, une mobilité que vous souhaitez. Donc, comment ça se passe un conseil en évolution professionnelle? Comme je disais tout à l'heure, un premier rendez-vous avec un conseiller qui va identifier vos besoins, définir les objectifs, bénéficier d'un conseil adapté à la demande ou aux besoins, puis obtenir un premier niveau d'information personnalisé, utile au projet. Et par la suite, ça va vous permettre de mener les démarches qui sont nécessaires à l'aboutissement du projet en autonomie et si besoin, vous reprenez rendez-vous pour continuer le parcours. Vous pouvez aussi poursuivre l'accompagnement avec le conseiller en sollicitant autant de rendez-vous que nécessaire en fonction des situations. Le conseil en évolution professionnelle, ça peut être à la fois un appui ponctuel sur un rendez-vous qui vous permet de faire un tour d'horizon et d'avoir une réponse
à une question, mais ça peut être aussi un accompagnement un petit peu plus intensif parce que votre situation et la nature de votre projet nécessitent un accompagnement plus dense dans la construction, la co-construction d'une stratégie. Donc, en pratique, ce sont des rendez-vous individuels avec un conseiller sur site ou à distance. Et ces rendez-vous, on peut les mailler avec des ateliers collectifs qui vont vous permettre de faire des focus sur certaines thématiques et surtout de bénéficier de la dynamique de groupe. Et puis, bien souvent, vous avez des plateformes de ressources en ligne pour avancer à votre rythme, des mises en situation professionnelle pour découvrir un secteur, un métier, valider un projet. Donc là, on vous parle d'un dispositif qui s'appelle la période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP, qui vous permet vraiment une immersion au sein d'une entreprise pour observer un métier, valider un projet. La PMSMP, elle peut être déclenchée par tous les opérateurs agréés au titre du CEP, qui vous conventionnent pour cette période d'immersion. Et puis, évidemment, notre rôle en tant que conseiller CEP, c'est évidemment de vous mettre en relation avec tout notre réseau de partenaires spécialistes quand il s'agit de vous faire bénéficier d'une expertise spécifique. Je prends par exemple des projets d'entrepreneuriat. Le conseil en évolution professionnelle, il y a un moment où notre expertise va s'arrêter parce que vous serez prêt à vous lancer dans un projet de création. Donc, vous aurez besoin de conseils un petit peu plus techniques, par exemple, comment faire mon prévisionnel financier, comment financer mon projet, comment bâtir un business plan. Et là, bien évidemment, on vous réoriente vers des réseaux d'experts comme CCI, comme BSGE, qui vont reprendre le relais sur votre accompagnement. Donc là, vous avez le site générique pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, sur le site générique, mon conseil en évolution professionnelle, c'est le site internet. Et à la rubrique, je trouve mon conseiller. Donc, le site, c'est www.mon-cep.org. Et en fonction de votre situation, vous serez orienté vers l'opérateur agréé pour vous accompagner. Voilà, donc moi j'en ai terminé avec ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Alors, je me tourne vers Jocelyne pour savoir si d'autres questions sont posées. Alors, certains nous quittent parce qu'il est 17h01, effectivement. Quel est l'opérateur du CEP pour les intérimaires? Bon, tu viens d'y répondre en se rendant directement sur le site et trouver son interlocuteur en tant qu'opérateur CEP. Sinon, non, je n'avais pas d'autres. A-t-on accès aux fiches qui défilent? PowerPoint, alors, je pense. Non, mais vous aurez accès à un replay. Voilà, le replay. Et puis, je l'ai mis normalement sur le chat. Il est sur le chat. Moi, je vais le remettre alors. Oui, c'est peut-être mieux. Oui, je le remets. Une autre question? Je pense avoir balayé toutes les demandes et j'ai répondu aussi certains en direct. Voilà. Parfait. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Je crois qu'on a été coupé.